Votre honneur, cela fait 15 ans que je suis adjoint. Je sais reconnaître un trafiquant de drogue quand j'en vois un. Et cette femme noire ici, elle correspond exactement à ce type. Il la désigna depuis le banc des témoins, un sourire en coin. Ces gens arrivent dans notre comté, vivent des aides sociales, pensent pouvoir tout faire, mais pas sous ma surveillance. Le procureur hocha la tête. Le jury écoutait attentivement. Le juge prenait des notes. Quant à Iris Spencer, la femme noire assise à la table du prévenu, mains jointes, vêtue d'une combinaison orange, sans avocat qu'elle pouvait se permettre, elle ne dit rien. Elle ne trembla pas, ne pleura pas, se contenta de le regarder comme si elle attendait quelque chose. L'adjoint Kyle Brennan pensait qu'il écrasait une autre personne insignifiante, une autre femme noire pauvre incapable de se défendre, une autre condamnation facile. Il ignorait tout de son identité réelle et que chaque mensonge qu'il venait de proférer allait ruiner sa carrière. Avez-vous déjà vu quelqu'un de puissant mentir à votre sujet sans que personne ne croie la vérité? Revenons 3 mois avant ce moment dans la salle d'audience, dans le comté de Whitmore, quelque part au cœur de l'Amérique, population 58 000 habitants, s'étendant sur des terres agricoles plates parsemées de petites villes, d'églises rurales et de routes désertes où la limite de vitesse change rarement. De l'extérieur, tout semblait parfait, une carte postale, les voisins se saluaient, le football du vendredi soir était une religion, les adjoints du shérif étaient invités au barbecue du 4 juillet, bref, l'endroit où tout le monde supposait que la police était du côté des gentils. Mais sous cette façade, quelque chose pourrissait depuis longtemps. En 5 ans, 23 plaintes officielles avaient été déposées contre des adjoints du shérif de Whitmore, 23 citoyens, majoritairement noirs et latinos, avaient raconté la même chose, quelque chose de mal, d'illégal, quelque chose qui leur était arrivé. 23 enquêtes internes, 23 fois où le département s'est auto-investigué. Et devinez ce qu'ils ont trouvé? Rien, à chaque fois. Les noms et les dates changeaient, mais les histoires étaient presque identiques, un contrôle routier sur une route isolée, un policier prétendant sentir de la marijuana, une fouille sans consentement, des drogues trouvées dans le véhicule, arrestation, condamnation, prison. Le schéma était si régulier qu'on aurait dit un script. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Mais personne à Whitmore ne posait de questions. Le shérif Wayne Decker approuvait toutes les plaintes rejetées sans les lire. Son service des affaires internes, si on pouvait l'appeler ainsi, ne comptait qu'une seule personne, son neveu, un adjoint débutant qui n'avait jamais enquêté sur quoi que ce soit de plus sérieux qu'un vélo disparu. Le système n'était pas défaillant, il fonctionnait exactement comme prévu, simplement pas pour ceux qu'il était censé protéger. À 1200 miles de là, dans un bâtiment fédéral que la plupart des Américains n'avaient jamais vu, quelqu'un d'autre suivait la situation. La division des droits civiques du FBI surveillait les tendances, analysait les plaintes et repérait les anomalies, les comtés où les chiffres ne correspondaient pas, où certaines communautés étaient arrêtées à des taux inexplicables. Whitmore County était sous surveillance depuis 2 ans, trop de plaintes, trop de rejets, trop de condamnations pour possession de drogue dans un comté rural sans commerce significatif. Quelque chose clochait, et il comptait le découvrir. Au printemps 2023, la décision fut prise d'envoyer quelqu'un sur place, sans badge, sans renfort, juste un agent vivant en citoyen ordinaire et documentant tout de l'intérieur. Sur le papier, la mission semblait simple, observer, enregistrer et construire un dossier fédéral. En réalité, c'était bien plus difficile, il fallait devenir invisible, endurer tout ce qui survenait, attendre parfois des mois le moment opportun. Il fallait quelqu'un de patient, discipliné, capable de comprendre personnellement ce que signifiait être noir dans une ville qui ne vous était pas destinée. Iris Ella Spencer fut choisie, 34 ans, 12 ans de service au FBI, spécialiste des violations des droits civiques et des abus policiers. Elle avait travaillé en mission undercover dans le Mississippi, l'Alabama, la Géorgie. Elle connaissait les risques et accepta sans hésiter. Quelqu'un doit être celui qu'ils arrêtent, dit-elle à son superviseur. Autant que ce soit quelqu'un qui puisse agir. En juin 2023, Iris s'installa à Whitmore, loua un petit appartement sur Oakdale Street, la partie de la ville où les locaux pensaient qu'on ne les voyait pas. Elle trouva un emploi de secrétaire dans une agence d'assurance, conduisait une Honda Accord de 10 ans avec un pare-chocs arrière cabossé, portait peu de bijoux, gardait ses distances, souriait poliment aux voisins sans jamais en dire plus.
Pour tout observateur, elle n'était qu'une femme noire ordinaire, rien de spécial, rien de menaçant et c'était exactement le but. Son appartement était mis en scène, photos de famille empruntées au département, dessins d'enfants sur le frigo suggérant vulnérabilité. En réalité, c'était sa nièce qui avait fait le dessin. Iris n'avait pas d'enfant, mais un badge, une mission et un enregistreur déguisé en pendentif. Tout était couvert, et le couvert était parfait. Pendant ce temps, Kyle Brennan ignorait que son monde allait s'effondrer. Adjoint depuis 15 ans, il avait des distinctions sur son mur, des photos avec le maire, le shérif, le commissaire du comté. Son beau-frère, Harold Vance, siégeait au conseil du comté et contrôlait la moitié du budget local. À Whitmore, Brennan était intouchable. Tout le monde le savait, lui y compris. Il le clamait partout, à la pause, au bar, au repas de famille, parlant de nettoyer les rues et de protéger la ville, critiquant ceux qui changeaient la communauté. Sa partenaire, Megan Hall, jeune et prudente, observait, remarquant ce qui la mettait mal à l'aise, la manière dont Brennan jugeait certains conducteurs avant même de les arrêter, la coïncidence de preuves surgissant quand nécessaire, la caméra qui tombait en panne au bon moment. Mais elle ne dit rien, 2 enfants, un prêt immobilier et Brennan avec des relations influentes. Quand ses blagues étaient déplacées, elle détournait le regard, quand ses propos la révoltaient, elle gardait le silence. Elle se disait que ce n'était pas son problème, qu'elle ne voyait rien. Mais au fond, Megan savait que quelque chose clochait, juste qu'elle n'avait pas le courage de l'admettre. Pas encore. Le 14 septembre 2023, tout changea. Ce soir-là, le soleil se couchait sur Whitmore, teintant le ciel d'orange et de rose, la température tombant dans les bas 20 degrés Celsius, une brise douce traversant les champs de maïs longeant la route du comté 12. Iris rentrait du travail, même trajet, même accord, respect strict des règles de circulation, 43 000 par heure pour une limite à 45. Ce moment était attendu depuis 3 mois, non par espoir, mais par calcul des probabilités, les conducteurs noirs étaient arrêtés 4 fois plus. Souvent que les blancs sur cette route, couverte par Brennan. Les gyrophares bleus et rouges s'allumèrent, la sirène hurla brièvement. Iris se rangea calmement, main visible sur le volant, le pendentif enregistreur déjà actif. Des pas sur le gravier, un faisceau de lumière dans ses yeux, Brennan apparut à sa fenêtre, sans présentation ni explication, imposant son autorité, exigeant permis et papier. Sa voix resta mesurée, « Bonsoir, officier. Puis-je savoir pourquoi je suis arrêté ?» Brennan resta impassible. Les documents furent remis, examinés, et quelque chose changea dans son regard, un calcul rapide. Iris Spencer. Oakdale Street. Section 8, non, dit-il avec mépris. Juste un appartement, monsieur. Elle n'avait jamais consommé de marijuana et il n'y en avait pas dans sa voiture. Pourtant, le préjugé et l'autorité abusive allaient bientôt rencontrer leur correspondance parfaite. Elle n'avait jamais eu de marijuana dans sa voiture. Mais elle savait ce qui se passait. C'était le scénario. Le même scénario qui s'était joué 23 fois auparavant. Le même mensonge qui avait envoyé des innocents en prison. Et maintenant, c'était elle. Je n'utilise aucune substance, monsieur. Vous ne trouverez rien dans ma voiture. Sortez du véhicule maintenant. Ne me fais pas répéter. Elle ouvrit lentement la porte, sortit les mains visibles et se tint à côté de sa voiture, dans la lumière déclinante, les gyrophares de la patrouille illuminant la scène d'une atmosphère presque irréelle. Brennan tournait autour d'elle comme un prédateur évaluant sa proie. « Vous êtes très calme, observa-t-il. La plupart des gens paniquent lorsqu'ils se font arrêter, mais vous, vous êtes étrangement tranquille. Pourquoi ? Je n'ai rien à cacher, officier. Rien à cacher, hein, dit-il en désignant sa voiture. Vous ne m'empêcherez pas de vérifier alors ? Un léger éclair passa sur son visage, de l'agacement. La plupart des gens ne connaissent pas leurs droits. La plupart ont trop peur pour poser la question. Je n'ai pas besoin de votre consentement. J'ai des motifs probables. L'odeur de marijuana me donne le droit de fouiller votre véhicule. Il n'y avait aucune odeur. Ils le savaient tous les deux. Mais cela n'avait pas d'importance.
Ici, sur la route de campagne, sans témoin à part les champs de maïs, le mot de Kyle Brennan faisait loi. Il n'attendit pas de réponse et ouvrit la portière du conducteur, fouillant la voiture, boîte à gants, console centrale, sous les sièges. Il renversa des papiers au sol, vidant son sac à main et éparpillant ses affaires sur le bord de la route comme si elles ne comptaient pour rien. Une deuxième voiture de patrouille arriva. La députée Megan Hall descendit, observant à distance. Iris croisa son regard. Hall détourna les yeux. « Que avons-nous » demanda Hall. « Odeur de marijuana » répondit Brennan en continuant sa fouille. Elle fait semblant d'ignorer, mais je sais qu'il y a quelque chose ici. Il plongea la main sous le siège passager. Son geste était trop fluide, trop calculé, comme s'il l'avait répété des dizaines de fois. Lorsqu'il ressortit sa main, il tenait un petit sac en plastique contenant de la poudre blanche. « Eh bien, eh bien, eh bien » dit-il en le brandissant sous la lumière de sa lampe. Iris sentit son estomac se nouer. Pas de surprise, elle s'y attendait. Mais le voir, planter des preuves sous ses yeux, c'était autre chose. « Ce n'est pas à moi. »« Oh, ce n'est pas à vous, » railla-t-il. « Alors comment est-ce arrivé dans votre voiture ?»« Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ce sac avant. »« C'est ce que tout le monde dit, ma chère. » Il s'approcha, agitant le sac sous son nez. Possession de cocaïne avec intention de distribution. Des accusations graves, des années de prison. Il savourait ce moment. Elle pouvait le voir dans ses yeux, le pouvoir, le contrôle, la certitude qu'il pouvait tout faire sans que personne ne l'arrête. « Vous sentez-vous bien » demanda-t-il. « Venir dans mon comté, vivre de l'aide gouvernementale, penser que vous pouvez tout faire. Ce n'est pas Chicago. Ce n'est pas Détroit. Ici, c'est le comté de Whitmore. Et dans Whitmore, je suis la loi. » Iris ne dit rien. « Rien à dire maintenant, hein, continua-t-il. Tout ce calme est parti, hein. Je souhaite exercer mon droit au silence. Vous aurez tout le temps de vous taire dans une cellule. » Il l'attrapa brusquement par le bras, la retourna et la plaqua contre la voiture. Main derrière le dos. « Vous me faites mal. Vous auriez dû y penser avant de transporter de la drogue dans mon comté. » Les menottes se refermèrent, trop serrées, mordant ses poignets. Brennan la fit face à lui. Il récita les droits comme une plaisanterie. « Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous, droit à un avocat. » Pour des personnes comme Iris Spencer, ou ce qu'il pensait qu'elle était, ces mots ne signifiaient souvent rien. En la conduisant vers la voiture de patrouille, Iris croisa une dernière fois le regard de Megan Hall. Son visage était tendu, troublé. Elle avait vu quelque chose. Iris en était certaine, elle avait vu Brennan fouiller sa poche avant de trouver la drogue, mais Hall avait détourné le regard et n'avait rien fait. Brennan l'enferma brutalement à l'arrière de sa voiture. « Vous savez quel est votre problème, » dit-il, le visage à quelques centimètres du sien. « Vous pensez que vous pouvez venir ici, profiter de l'aide du gouvernement, enfreindre nos lois, et qu'il ne se passera rien? Mais je fais ce métier depuis 15 ans. Je sais qui vous êtes. » Il claqua la portière. À travers la vitre, Iris le vit retourner à sa voiture, écrire son rapport, conduite erratique, odeur de marijuana, suspect agressif, tout faux. Mais ce rapport aurait valeur de loi à Whitmore. Le problème pour lui, 6 heures avant cet arrêt, la voiture d'Iris avait été inspectée par l'équipe technique du FBI. Chaque recoin avait été scanné avec un équipement capable de détecter des traces au niveau moléculaire. Sa voiture était propre. Si des drogues se trouvaient maintenant à l'intérieur, ce n'était pas elle, mais lui. Et tout avait été filmé, le pendentif autour de son cou enregistrait chaque mot, chaque geste, chaque mensonge. Le FBI regardait en temps réel. Brennan pensait avoir fait une arrestation facile, mais il venait de leur fournir toutes les preuves nécessaires pour le faire tomber. Iris attendait encore le bon moment, qu'il répète ses mensonges sous serment au tribunal. Elle resta assise à l'arrière, poignets douloureux, regardant les champs défiler. Elle attendit. 4 heures plus tard, elle fut traitée comme des milliers d'autres, photos, empreintes, affaires personnelles scellées, y compris le pendentif contenant les preuves.
Personne ne le remarqua. Une combinaison orange, une cellule froide, une toilette sans intimité. Les autres détenus la dévisagèrent et la laissèrent de côté. Pour elle, elle n'était personne, juste une autre statistique. Cette nuit-là, Iris eut un seul appel. Pas à un avocat, pas à sa famille. Elle composa un numéro de Washington DC, colis reçu. Le FBI savait que l'opération était dans sa phase critique. 3 jours plus tard, elle comparut devant le juge Patricia Weston. Salle de tribunal à moitié vide. Pas de médias, pas de spectateurs. Le procureur demanda une caution de 50 000 $. Iris aurait pu payer, le FBI avait prévu des fonds, mais ce n'était pas le plan. Elle devait rester dans le système. Elle devait être la prévenue, et Kyle Brennan devait se sentir invincible pour répéter ses mensonges sous serment. Elle resta donc en détention. Un avocat commis d'office, Raymond Brox, 41 ans, déjà surchargé de dossiers, l'informa, sans preuve contradictoire, le procès est perdu d'avance. Iris le regarda calmement. Et s'il y avait des preuves? Brox ne comprit pas encore ce qu'elle voulait dire. Pendant ce temps, la vie continuait à Whitmore County, comme si rien ne s'était passé. Brennan, lui, pensait tout contrôler. Le lendemain, elle reprit la patrouille. Même approche, même mentalité, même méthode. Cette semaine-là, il effectua 2 autres contrôles routiers. 2 autres conducteurs noirs, sur 2 routes de campagne différentes. 2 nouvelles plaintes furent déposées, et 2 nouvelles plaintes furent rejetées. Le shérif Wayne Decker signa les rapports d'arrestation de Brennan sans même les lire. Il le faisait depuis 15 ans. Brennan obtenait des résultats, il arrêtait des gens, maintenait un taux de condamnation élevé. Pourquoi Decker remettrait-il cela en question maintenant? Harold Vance, beau-frère de Brennan, apprit l'arrestation d'Iris Spencer lors d'un dîner de famille. Il tapa Brennan sur l'épaule en riant, « Kyle fait le ménage dans les rues. C'est pour ça qu'on le paie. » Personne ne posa de questions. Personne n'enquêta. Le système fonctionnait exactement comme prévu pour des hommes comme Brennan et Vance. Pas pour des gens comme Iris Spencer. Sauf qu'il y avait une personne dans le comté de Whitmore qui ne cessait de se poser des questions, l'adjointe Megan Hall. Chaque nuit, elle repensait à ce contrôle routier. La manière dont Brennan avait encerclé la voiture, sa fouille agressive, son mouvement lorsqu'il atteignit sous le siège passager. Trop calculé, trop répété, comme un tour de magie exécuté des centaines de fois. Elle revoyait le regard d'Iris, calme, observateur, comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. La caméra corporelle de Hall avait été éteinte sur ordre de Brennan, comme à son habitude lorsqu'il ne voulait pas être filmé. Mais la caméra de tableau de bord continuait d'enregistrer. Le 4e soir, Hall regarda les images sur son ordinateur personnel. Elle vit clairement ce qu'elle redoutait, Brennan mettait la main dans sa propre poche avant de placer la drogue sous le siège. Il avait planté les preuves. Elle savait qu'elle avait la preuve, mais ignorait quoi en faire. Elle pensa à ses enfants, à son prêt immobilier, à sa carrière. Accuser un vétéran de 15 ans, beau-frère d'un commissaire, aurait détruit sa vie. Alors elle fit un choix qu'elle regretterait toujours, elle supprima les images de son ordinateur. Mais pas du cloud. Une petite part d'elle-même ne pouvait se résoudre à les effacer complètement. Le 23 octobre 2023, le procès d'Iris Spencer commença. La salle était calme, ordinaire, le genre de procès qui n'attire pas l'attention. Quelques journalistes locaux étaient présents, plus par habitude que par intérêt. Iris arriva par une porte latérale, combinaison orange, main menottée. Son expression restait la même, calme, attentive, observatrice. Brennan arriva tôt. Confiant, il se présenta au tribunal comme s'il en était le propriétaire. Il s'installa au premier rang, prêt à témoigner. Il raconta son contrôle du 14 septembre 2023, prétendant avoir senti de la marijuana et décrit Iris comme hostile. Les mensonges s'enchaînaient, mais personne ne les remettait en question, sauf l'avocat de la défense, Raymond Brox. Brox montra que la caméra corporelle de Brennan avait tombé en panne, à 12 reprises en 18 mois, toutes les fois impliquant des arrestations de personnes noires ou latinos, toutes suivies de plaintes rejetées. Un hasard?
Pas vraiment. Les statistiques montraient que l'endroit où Iris avait été arrêtée avait l'un des plus faibles taux de criminalité liés à la drogue du comté. Puis Brox révéla la preuve clé, la vidéo du contrôle obtenue par Holt depuis sa caméra de tableau de bord. Tous virent Brennan placer lui-même la drogue dans le véhicule. Le tribunal explosa de stupéfaction. Le shérif Decker blêmit. Les mensonges de Brennan s'effondraient en direct. Brox ajouta une révélation finale, Iris Spencer n'était pas une simple employée de bureau. C'était un agent spécial du FBI, division des droits civiques, en mission pour enquêter sur les arrestations arbitraires et les falsifications de preuves par le shérif et ses adjoints. Le verdict ? Toutes les charges furent abandonnées. Brennan fut suspendu, ses armes et son badge confisqués, l'affaire transférée au FBI et aux affaires internes. En quelques heures, les agents fédéraux investissaient le département du shérif, saisissant chaque dossier lié à Brennan. Les enquêtes révélèrent l'ampleur du problème, 89 arrestations liées à la drogue en 5 ans, dont 71 concernaient des conducteurs noirs ou latinos, dans un comté où ils représentent moins de 15% de la population. Les victimes témoignèrent, leur vie détruite par un système corrompu. Et grâce à Holt et à l'enquête fédérale, la vérité éclata enfin. L'adjoint Holt, merci d'être venu. Les mains de Holt tremblaient. Elle n'avait presque pas dormi depuis plusieurs jours. Ai-je besoin d'un avocat ? Cela dépend de ce que vous allez me dire. Torres ouvrit un dossier. Vous étiez présente lors du contrôle routier d'Iris Spencer le 14 septembre. Les images de votre caméra corporelle sont indiquées comme corrompues. Celles de votre caméra embarquée ont été supprimées de l'ordinateur du commissariat. Holt leva les yeux. Mais vous ne les avez pas supprimées du cloud ? La couleur disparut de son visage. Nous avons récupéré ces images, adjointe. Nous les avons analysées image par image. Torres fit glisser une photo sur la table. Une capture de la caméra embarquée. La main de Brennan était clairement visible, plongée dans sa poche. Vous avez vu cela se produire. Vous l'avez vu manipuler des preuves. Silence. J'ai 2 enfants, murmura Holt. Sa voix se brisa. Une hypothèque ? Kyle connaît du monde partout. Son beau-frère est commissaire du comté. Que pouvais-je faire ? Vous étiez censé protéger les gens. Vous avez prêté serment. Je sais. Je sais. Des larmes coulaient sur ses joues. Combien de fois l'avez-vous vu faire ça ? Planter des preuves ? Falsifier des rapports ? Cibler des personnes à cause de leur apparence ? Holt ferma les yeux. Je ne sais pas, 5 fois, peut-être 6, ou plus. Il me disait d'éteindre ma caméra. Puis, regarde comment ça se passe. Et je regardais. J'aurais dû parler. Mais j'avais peur. Vous avez encore le choix. Coopérez pleinement. Dites-nous tout ce que vous avez vu et il y a une chance pour vous. Restez silencieuse, et vous serez accusée de complicité, d'entrave à la justice et de complot. Vous ne porterez plus jamais de badge et pourriez finir en prison. Holt fit son choix. Pendant 3 heures, elle raconta tout. Chaque contrôle qu'elle avait vu, chaque problème d'équipement qu'on lui avait demandé de créer, chaque plainte écartée sans enquête. Elle parla du shérif Decker, qui signait les rapports sans les lire, du département des affaires internes dirigé par le neveu de Decker, chargé de protéger les officiers plutôt que d'enquêter. Elle décrivit la culture du commissariat, où les plaintes de citoyens noirs et latino-américains étaient traitées comme des désagréments à gérer, et non comme des problèmes à résoudre. Elle dénonça les autres adjoints qui savaient que quelque chose n'allait pas mais ne disaient rien. Ceux qui détournaient le regard par facilité, convaincus que ce que Brennan faisait n'était pas leur responsabilité. Quand elle eut fini, Torres éteignit l'enregistreur. « Vous avez fait ce qu'il fallait, dit-il. Cela aurait dû se produire plus tôt, mais c'est fait. Est-ce que ça suffira ?» Torres réfléchit un instant. « Je ne sais pas, mais c'est un début. » 2 jours plus tard, le shérif Wayne Decker tint une conférence de presse. Devant le commissariat, les caméras clignotaient, les micros pointés vers lui. Le service de police du comté de Whitmore prend ces accusations très au sérieux, lut-il.
L'adjoint Brennan a été suspendu en attendant une enquête complète. Nous tenons à assurer aux citoyens que nos officiers sont soumis aux normes les plus strictes. Un journaliste l'interrompit. Shérif Decker, votre signature figure sur la fermeture de 23 plaintes déposées contre Brennan au cours des 5 dernières années. Comment pouvez-vous prétendre ignorer son comportement? Le visage de Decker se crispa. Je faisais confiance à mon équipe des affaires internes. Votre équipe des affaires internes se compose d'une seule personne, votre neveu, sans formation en enquête, et qui n'a jamais validé une seule plainte contre un officier. C'est ça, vos normes les plus strictes? Decker resta sans réponse. La conférence prit fin. Ce fut sa dernière apparition publique comme shérif du comté. Le 15 novembre 2023, le département de la justice des États-Unis organisa sa propre conférence à Washington, D.C. Nous annonçons des accusations pénales fédérales contre l'ancien adjoint Kyle William Brennan du comté de Whitmore. Chef d'accusation 1, violation des droits civils sous couvert de la loi. Chef 2, parjure. Il a menti sous serment lors du procès d'Iris Spencer et dans au moins 11 autres affaires. Chef 3, entrave à la justice, falsification de preuves, manipulation de rapports et suppression de plaintes. Chef 4, altération de preuves, notamment en plaçant de la drogue dans les véhicules de citoyens innocents. Peine maximale combinée, 30 ans de prison fédérale. Le DOJ annonça également un accord contraignant avec le comté, imposant des réformes majeures, caméras corporelles obligatoires avec stockage sécurisé, supervision indépendante de la force et des arrestations impliquant des minorités, conseil de surveillance civile avec pouvoir d'enquête, et restructuration complète des affaires internes. Le système qui avait protégé Brennan pendant 15 ans était démantelé et reconstruit. Le juge Patricia Weston, ayant rejeté les charges contre Iris Spencer, ordonna une révision complète de toutes les condamnations reposant sur les témoignages de Brennan. Les résultats furent stupéfiants, 41 affaires examinées, 23 condamnations annulées, 11 personnes libérées, certaines après 5 ans de prison. En mars 2024, Brennan comparut pour son procès. Les preuves étaient accablantes. L'enregistrement d'Iris fut visionné image par image. Megan Holt témoignait pendant 2 heures. Les statistiques étaient implacables, 71 conducteurs noirs et latinos arrêtés sur 89 contrôles. Les victimes prirent la parole, racontant des années de vie volée. Le jury délibéra 4 heures et rendit un verdict, coupable sur les 4 chefs d'accusation. 2 semaines plus tard, la sentence tomba, 12 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Brennan allait enfin subir ce qu'il avait infligé à tant de vies. Les victimes observaient, certaines en larmes, certaines hochant la tête, certaines simplement en silence. Iris Spencer, elle, resta discrète. Pas de célébration. Elle ferma son carnet et sortit. Le travail n'était pas terminé. Aujourd'hui, le comté de Whitmore est différent. Nouveau leadership, nouvelle formation, responsabilité renforcée. Chaque adjoint porte une caméra incorruptible qui envoie les images à un serveur indépendant. Une commission civile examine toutes les plaintes. Le mal causé par Brennan n'a pas disparu, 23 condamnations annulées, 11 personnes libérées. Un fonds de restitution a été créé. Des vies ont été reconstruites lentement, études achevées, relations familiales retrouvées, entreprises ouvertes. Iris Spencer a été promu superviseur au FBI et continue de lutter contre les abus policiers. Aujourd'hui, la route de County Road 12 semble ordinaire, mais un homme avec un badge pensait qu'il pouvait mentir sans conséquence. Il avait tort. La vérité finit toujours par s'imposer. À travers le pays, les contrôles routiers restent fréquents et souvent biaisés. Le changement commence par la documentation, la parole et le refus du silence. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et réfléchissez, que signifie la justice dans votre communauté ?